Vous vous apprêtez à écouter un podcast de Frank le Dédomiseur. Frank a démarré son podcast il y a plus de 3 ans. Si vous allez sur votre plateforme de podcast préférée, vous aurez accès à plus de 100 épisodes. Je vous suggère fortement de vous abonner à sa chaîne. C'est une machine, vous le savez, du contenu de philosophie extrêmement intéressant. Donc, pour le podcast d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un personnage. J'ai lu quelques livres de ce bonhomme-là, puis il y en a un que j'avais jamais lu, puis j'en avais souvent entendu parler, que je me suis tapé. C'est pas très long, c'est un livre à peu près 190 pages. Un livre des années 40. Personnage intéressant, bien que je ne suis pas d'accord avec 95% de ce qui est écrit dans ces bouquins. Mais quand même, c'est important de s'informer sur un peu toutes sortes de choses avec lesquelles on n'est pas d'accord parce que ça permet de forger notre pensée, forger les arguments qu'on pourra avoir contre ces idées-là. C'est bien important de le faire. Donc, c'est pour ça que dans le podcast, je parle beaucoup des affaires qui m'intéressent, des affaires que j'aime, Murray Rothbard, Hayek, etc. Mais là, on s'en va complètement ailleurs, mais complètement ailleurs. Pas nécessairement dans le champ gauche, quoique. On va parler de quelqu'un, en fait, qui est une figure un peu inclassable du paysage intellectuel. J'aime ce genre de personnage-là qu'on est incapable de dire si sont-ils de gauche, sont-ils de droite, sont-ils des démocrates, des royalistes, peu importe, ça devient un peu difficile de les classer. Et ce personnage-là, c'est René Guénon. Donc, qui est René Guénon? René Guénon, il est né le 15 novembre 1886 à Blois, en France, et est mort en 1951 au Caire, en Égypte. Donc, quand même pas très vieux. Pareil, c'est un auteur français, comme je l'ai dit. Il a publié à peu près 17 ouvrages. J'en ai lu 3 de mémoire, donc je ne ferai pas croire que je suis un exégète de la pensée de René Guénon. Mais je pense que c'est quand même un genre de personnage qu'un coup tu as lu un de ses livres, tu sais pas mal à quoi t'en tenir. D'ailleurs, beaucoup des experts de sa pensée disent que dans un de ses premiers livres, il y avait déjà tout à l'intérieur. Il a aussi fait quelques recueils. Là. En fait, il y a des recueils qui ont été faits à partir de sa pensée, mais ça a été édité de manière posthume. De quoi il parle dans ses livres? Il parle beaucoup de ce qu'on appelle la métaphysique. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était que la métaphysique. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne reviendrai pas là-dessus. Googlez-le, vous allez comprendre. Et surtout à l'ésotérisme. C'est quelque chose dont j'ai pratiquement jamais parlé dans le podcast, sauf peut-être un podcast où j'avais parlé avec mon ami Victor de la pensée magique. J'avais fait un truc là-dessus, on en faisait des références à certains trucs ésotériques. Mais c'est une thématique qui est quand même beaucoup abordée chez certains auteurs de cette époque-là, donc fin des années 30, début des années 40. Justement, René Guénon, déjà à 23 ans, c'est à 23 ans qu'il publie son premier livre, je pense, ou en tout cas qu'il l'écrit, je ne sais pas s'il a été publié à ce moment-là, mais toutes les notions importantes de son discours sont présentes à ce moment-là, puis ils ne vont pratiquement pas évoluer par la suite. Pourquoi l'aspect ésotérique et spirituel de son œuvre? En fait, on dit dans sa biographie qu'il a rencontré un maître hindou quand il avait à peu près 20 ans. Vers 1927, en fait, là, il va comme switcher de bord, puis il va... en fait, ça, c'est un point important de la pensée de René Guénon, c'est que c'est quelqu'un qui va se promener un peu partout. À un moment donné, il va être proche des milieux qu'on appelle néo-thomistes, donc c'est-à-dire la philosophie de saint Thomas d'Aquin, parce qu'il va être proche d'un curé, en fait, d'un abbé, pour être plus précis, qui s'appelle Ferdinand Gombault, qui est mort dans les années 40. Lui, c'est un docteur en philosophie, et puis il est assez proche, justement, de tout ce milieu-là, les adeptes de saint Thomas d'Aquin, qu'on appelle les thomistes. Il va finir par aller vers les milieux occultistes parce qu'il va être proche aussi d'un autre personnage qui s'appelle Vincent Ancosse, dont on le connaît mieux sous le nom de Papus. Donc Papus, c'était qui? C'était un peu le chef, si on veut, ou le représentant de l'occultisme en France dans ce qu'on appelle la Belle Époque, c'est-à-dire la fin des années 1800, début des années 1900, aller jusqu'aux années 30 à peu près. Donc, parce que Papus, il est né en 1865 et est mort en 1916. C'est un médecin et un occultiste. Il est fondateur d'une espèce de patente qui s'appelle l'ordre martiniste.
Ça a été une figure justement assez haute en couleur là, de cette époque-là. Il se présentait comme un savant, un expérimentateur. Bref, c'est un peu l'époque où tu peux être médecin, chaman, puis philosophe en même temps. Là. Moi, cette époque-là me fascine. Ensuite de ça, il va rompre avec les groupes qui ont un lien avec Papus, dans le fond avec l'occultisme, et il va joindre le congrès maçonnique. Je ne sais plus trop comment il l'appelle à ce moment-là, mais bref, à un moment donné, il est dans une cérémonie qui se déroule au 17 rue des Canettes. À Paris, si je ne me trompe pas. Et c'est là qu'il va, qui va joindre, je pense c'est en 1908, la franc-maçonnerie. Ensuite de tout ça, il va s'en aller, il s'en va dans complètement une autre affaire. Il va fonder une espèce de truc qui s'appelle l'Ordre du Temple, qui n'est pas l'Ordre du Temple solaire, mais peut-être que c'était une référence à ça, l'Ordre du Temple solaire, mais qui s'appelle l'Ordre du Temple. Et les gens qui veulent fonder ça, un dénommé Jacques de Molay, d'ailleurs, lui, il va vouloir que Guénon soit l'espèce de gourou de cet ordre-là, ou de chef, si on veut être plus poli. Et Guénon va accepter. Finalement, après quelques années, 1911, il dissout l'ordre. Il ne veut plus rien savoir de ça. Et là, il s'en va dans ce qu'on appelle la gnose. Bref, ça devient un peu n'importe quoi. Il passe de la franc-maçonnerie à l'ordre du temple, il s'en va un peu partout. Et finalement, vers la fin de sa vie, il devient soufi, c'est-à-dire qu'il se convertit à l'islam. Et là, il va être un militant anti-franc-maçon. Il va se rapprocher de personnages comme Joseph de Maistre et des royalistes français. Et il va être finalement persuadé que les francs-maçons sont une espèce d'organisation satanique chargée de détruire les sociétés traditionnelles. Bref, c'est un personnage assez particulier, on va se le dire. Mais la raison pour laquelle j'en parle, c'est que son livre qui s'appelle La crise du monde moderne, qui est probablement son livre le plus important, le plus marquant, s'inscrit vraiment dans les débats qu'il y avait à l'époque sur je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est suite à la Première Guerre mondiale, il y a une espèce de désenchantement par rapport à l'Occident. On s'aperçoit que finalement les pays se tapent sur la gueule puis veulent se détruire les uns et les autres. Et il y a énormément de penseurs qui vont écrire des choses sur l'espèce de déclin de l'Occident. Ça, j'en ai parlé dans mon livre sur l'arnaque décroissante, justement sur tout le mouvement de la décroissance, comment ça s'appuyait sur l'espèce de pensée de l'anti-développement qui a un lien avec ce que j'appelle dans le livre les théoriciens de la fin du monde, là, d'une certaine manière. C'est tout ce qui est Oswald Spengler, le déclin de l'Occident, ce genre de choses-là qui amènent au bout du compte à deux affaires, soit à la deep écologie, puis à la décroissance, ou encore au survivalisme, puis on se fait un bunker quelque part avec des guns, puis on attend que la fin du monde arrive. Donc, à l'époque, il y a quoi? Il y a André Malraux qui publie un livre qui s'appelle « La tentation de l'Occident ». Il va avoir aussi un livre qui s'appelle, en 1926, La défense de l'Occident de Henri Massy. Il va avoir un autre livre d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Berdiave qui s'appelle Le nouveau Moyen-Âge. Il va y avoir Freud, que tout le monde connaît, qui va écrire un livre qui s'appelle Malaise dans la civilisation. Il va y avoir un livre de Paul Valéry qui s'appelle Regard sur le monde actuel. Et il va y avoir aussi un livre de Georges Bernanos, La peur des bien-pensants. Et oui, même de ça, on pourrait rentrer là-dedans Husserl, qui est un philosophe allemand, qui va écrire un livre qui est illisible, que j'ai lu à l'université, je vous conseille jamais de lire ça, mais qui s'appelle La crise des sciences européennes. L'idée de tout ce beau monde-là et l'idée de Guénon là-dedans, c'est de dire, bon, cassez pas votre tête, là, la civilisation dans laquelle vous vivez est en crise. Puis il dit ça, personne n'en doute. Puis d'une certaine manière, on est obligé de dire que c'est quand même un peu vrai parce que la civilisation occidentale, elle se fonde sur quoi à la base? Elle se fonde sur les grandes monarchies, sur la religion catholique. Il y a beaucoup de gens qui marquent le déclin ou la fin, si vous voulez, de l'hégémonie de l'Occident, contrairement à ce que beaucoup pourraient penser avec le schisme. Bon, dans le fond, le schisme entre les protestants et les catholiques, ça a créé une espèce de division de l'Europe, les Allemands d'un bord, les Français de l'autre, les Anglais, mais qui sont encore plus contre les Français qu'ils l'étaient avant. Et ça crée même à l'intérieur des pays des divisions entre les jésuites, les jansénistes. En tout cas, bref, je vous fais grâce de tous les détails de toutes ces affaires-là, mais bref, ça crée quand même un clivage quand même assez important à ce moment-là de l'Occident. Il y a beaucoup de gens, disons, qui doutent beaucoup du fait que l'Occident peut continuer à être une puissance sur le long terme dans le monde parce que, justement, depuis ces événements-là, bon, on observe une longue et lente décadence.
En fait, c'est pas exagéré de penser que René Guénon il est complètement à contre-courant des doctrines dominantes de notre époque. En fait, la doctrine dominante de notre époque, c'est un peu le progressisme. Hein. On s'en va toujours vers le mieux, cette espèce de religion-là du progrès. Je pense que ça, c'est peut-être une des seules affaires que la décroissance met un peu le doigt sur quelque chose là-dedans. Ce qui est paradoxal là-dedans, c'est ce que je soulignais dans mon livre, c'est que il continue toujours, en faisant ça, de se réclamer de la gauche, ce qui est quand même une impasse pour moi idéologique. C'est-à-dire que ils vont dire, nous, on est contre le progrès, on est contre la religion du progrès, le progressisme, toute cette affaire-là. En fait, ça nous amène dans des voies de garage, etc. Mais ma décroissance n'est pas de droite. Je veux pas qu'on me voie avec Alain de Benoît, etc. Donc, c'est très particulier comme méthode de pensée. Mais là-dedans, Guénon, en fait, j'en parle pas dans mon livre parce que je ne le connaissais pas assez au moment où je l'ai écrit, mais il peut presque être considéré comme un précurseur de la décroissance, c'est-à-dire que la croyance en un progrès indéfini qui serait en fait éternel ou qui pourrait se perpétuer dans le temps, en fait, lui, il remet ça en cause. Il remet ça en cause tellement que pour lui, en fait, le progrès n'existe pas. C'est une longue décadence depuis la société traditionnelle vers le monde moderne. Il dit, comme suit, je le cite, « La croyance en un progrès indéfini, qui était tenu naguère encore pour une sorte de dogme intangible et indiscutable, n'est plus aussi généralement admise. Certains entrevoient plus ou moins vaguement ou plus ou moins confusément que la civilisation occidentale, au lieu d'aller toujours en continuant à se développer et dans le même sens, pourrait bien arriver un jour à un point d'arrêt ou même sombrer entièrement dans quelques cataclysmes. » Et c'est vraiment ça la phase, c'est l'idée que l'espèce de société dans laquelle on vit à un moment donné va s'effondrer puis qu'on va arriver au bout de notre déchéance. Ça, c'est très présent chez des auteurs comme Guénon. Puis ça ruisselle un peu chez tout ce qu'il y a d'anti-développement. En fait, on reconnaît un peu Ivan Illich et Jacques Ellul là-dedans, tous des précurseurs du mouvement de la décroissance. Donc, il dit un peu là-dedans que les civilisations dans lesquelles on vit, que la civilisation dans laquelle on vit présentement va subir le même sort que celles qui ont disparu à des époques plus ou moins lointaines. Donc, ça renvoie aussi à ce que je vous avais déjà dit, Jared Diamond, Joseph Tainter sur l'effondrement des sociétés complexes. Il disait une transformation plus ou moins profonde est imminente, qu'un changement d'orientation devra inévitablement se produire à brève échéance, de gré ou de force, d'une façon plus ou moins brusque, avec ou sans catastrophe. Et là, dans la pensée de Guénon, ça je vous dis, il y a un lien avec... c'est vraiment ésotérique, en fait, son truc. Là. Il y a vraiment cette idée-là de fin du monde. Puis ça, cette espèce lui, il voit ça comme totalement rationnel, mais cette espèce d'irrationalisme-là, c'est présent aussi dans beaucoup... ça ruisselle tout ça dans le mouvement écologiste, d'une certaine manière, même si ces gens-là ne connaissent pas qui est René Guénon. Et comme je vous ai dit, ça fait son chemin, puis ça se ramasse chez des auteurs, justement, comme Jared Diamond. Et ça se ramasse finalement à un moment donné dans le discours. Vous avez vu que ce que j'ai dit avant par rapport aux catastrophes, l'effondrement, c'est des citations du livre bien précises. Puis ça renvoie exactement à ce que racontent les décroissants sur à un moment donné, le capitalisme va s'effondrer, puis on va être obligé de cueillir nos propres fraises dans le champ, puis faire des petites micro-sociétés avec de la monnaie locale. En fait, c'est pas très loin de ce que pense Guénon. Il dit « Ce n'est certes pas par hasard que tant d'esprits sont aujourd'hui hantés par l'idée de la fin du monde. » Je ne sais pas à tel point comment est-ce qu'il y en a, mais bref, lui... puis quand on voit ça, on est obligé de penser que, tu sais, je sais pas moi, René Guénon, il jase avec Greta Thunberg, puis d'après moi, elle se rejoint dans son discours. Tu sais, cette idée-là que tout va s'effondrer, puis qu'on s'en va vers une espèce de cataclysme là, climatique ou environnemental, bref, lui, il ne voyait pas de cet aspect-là, mais cette idée-là, justement, de fin du monde est présente dans l'esprit de ces gens-là. Il disait, on peut le regretter à certains égards, car les extravagances auxquelles donne lieu cette idée mal comprise, les divagations messianiques qui en sont la conséquence en divers milieux, toutes ces manifestations issues du déséquilibre mental de notre époque ne font qu'aggraver encore ce même déséquilibre dans des proportions qui ne sont pas absolument négligeables. Mais enfin, il n'en est pas moins certain qu'il y a là un fait dont on ne peut se dispenser de tenir compte. En fait, c'est cette idée que l'époque dans laquelle on vit, on est complètement rendu crackpot et qu'on a une espèce de déséquilibre psychologique, une espèce de mal-être qui nous pousse à voir cet aspect-là de la réalité, qui nous pousse à voir que le monde dans lequel on vit n'est pas normal, devrait s'effondrer, qu'on devrait tout repartir à zéro, qu'on devrait faire un retour à la terre ou ce genre de choses-là.
Il dit, en fait, c'est ça, on peut pas expliquer ce qui se passe par des explications simplement psychologiques. Bon, les gens sont un peu crackpots puis ils pensent à ce genre d'idée-là. Il dit, en réalité, cette idée-là de fin du monde a un sens. A un sens parce que la civilisation occidentale, dans sa forme actuelle, les gens sont habitués à rien voir en dehors d'elle, à la considérer comme la civilisation par excellence. Mais ils peuvent facilement croire que tout va finir avec elle et que si elle vient à disparaître, ce sera véritablement la fin du monde. Et là, Guénon se rapporte, c'est ça que je vous disais, quand il avait à peu près 20 ans, il a rencontré un espèce de mentor hindou là, qui l'a initié à l'hindouisme et à cette pensée-là, qui fait un peu penser en fait aussi au philosophe Schopenhauer dans sa manière pessimiste de voir le monde. En fait, la philosophie hindoue et orientale est une vision du monde extrêmement pessimiste où en fait l'humain est dans une espèce de longue décadence puis le karma c'est cette notion-là où si on paye pour nos anciennes vies puis nos péchés qu'on a faits puis on est comme toujours dans dans l'espèce d'attente du néant ou de ce genre de notion-là. Et lui, il se rapporte, en fait, lui, ça revient à ce que je vous avais expliqué à un moment donné dans la différence entre ce qu'on appelle le discontinuisme puis le continuisme. Donc, dans le fond, on a l'histoire. Figurez-vous l'histoire comme étant un graphique. Et dans la vision progressiste, ben, il y a une courbe, il y a une courbe où il y a une ligne droite qui s'en va vers le haut du côté de l'axe horizontal. Dans une vision discontinuiste, à un moment donné, il y a des ruptures. Il y a des ruptures. On part d'un certain point, puis on descend à un autre point, on monte à un autre point. Et il y a des phases, il y a des changements de cycle. Il y a ce genre de choses-là qui sont opérants. Bon, et dans la vision de Guénon, même si c'est quelqu'un qui voit la vie de manière très négative, en fait, il voit l'existence comme quelque chose de cyclique. Il dit il y a les lois cycliques de l'histoire. Puis ça vient directement de la doctrine hindoue. L'humain lui-même est un cycle dans l'existence et ce cycle-là s'appelle les Manvatara. Et ce Manvatara-là se divise en 4 âges et ces âges-là se marquent de phases qui vont graduellement se chevaucher les unes les autres pour donner lieu à des périodes différentes. Et par exemple, l'Antiquité était une période, l'âge de fer, l'âge de bronze, c'était différentes périodes. Et lui, il dit, en ce moment, on est dans la phase sombre qu'on appelle le Kali Yuga. Il dit, ça fait à peu près 6000 ans qu'on est dans cette phase-là. Et ça, c'est le dernier cycle, avant qu'il y ait une espèce de reset, là. Pas le reset du délire du grand reset, mais un genre de renouveau. On revient à une vision antérieure, on revient à un cycle antérieur. Il y a une espèce de retour à la société traditionnelle. En fait, c'est beaucoup ça que ces gens-là croient. Ils pensent qu'à un moment donné, puis ça, c'est une pensée que beaucoup de gens ont, c'est l'idée de dire « Oh, Mano, on est tellement allé loin dans le progressisme, ben à un moment donné, ça va revirer de bord, puis là, on va se ramasser, là, un retour du balancier, puis on va revenir à une société plus normale, plus balancée, etc. » Donc, c'est un peu cette idée-là qu'il y a en lui. Il dit, il est dit aussi que c'est ainsi caché redeviendra visible à la fin de ce cycle. Ce qui, en même temps, en vertu de la continuité qui relie toutes choses entre elles, le commencement d'un cycle nouveau. Donc, la fin n'est jamais la fin, mais toujours le retour de quelque chose ou le commencement de quelque chose de nouveau. Il dit, vous vous demandez sans doute pourquoi le développement cyclique doit s'accomplir ainsi dans un sens descendant en allant du supérieur à l'inférieur. Donc, c'est-à-dire qu'on s'en va vers une longue dégénérescence. Il dit, on le remarquera sans peine, c'est la négation même de l'idée de progrès telle que les modernes l'entendent. C'est que le développement de toute manifestation implique nécessairement un éloignement de plus en plus grand du principe dont elle procède. Donc, c'est-à-dire que toutes les sociétés, toutes les civilisations partent d'une certaine idée, d'un certain principe. Je vous ai parlé de la civilisation judéo-chrétienne. On part d'une espèce de fondement monothéiste. On passe par la société grecque, par la société romaine. Finalement, on se ramasse dans l'ère moderne où, je sais pas moi, un homme est une femme est un homme, etc. Donc, on s'éloigne quand même assez du principe de base. Après, on peut se questionner à savoir si c'est un progrès ou si c'en est pas un. Mais il dit, prenez tous les exemples. En Chine, la doctrine primitivement constituée, c'était divisé en 2 parties. Mais en fait, c'était un ensemble unique à la base, puis la longue dégénérescence de tout ça, ça a divisé tout ça en 2 parties. Le taoïsme d'un bord, le confucianisme de l'autre. Il dit que la même chose est arrivée chez les Perses, la même chose est arrivée en Inde, par exemple. Donc, en Inde, on voit naître le bouddhisme qui devait aboutir
dans certaines de ses branches à une espèce de révolte contre l'esprit traditionnel. Puis là, il dit chez les Juifs, c'est la même chose. Bon, à l'époque de la Babylone, etc., toutes les choses ont changé. Pour Rome, il dit le commencement de la période historique, succède à l'époque où on disait, c'était la période des rois qui est comme plus ou moins légendaire là-dedans. Chez les Grecs, c'est la même chose. Bref, je vous fais une histoire courte. Il y a une espèce de dégénérescence de l'histoire humaine selon Guénon. C'est comme ça qu'il voit le monde. Au niveau de la science, qu'est-ce que ça implique? Mais dans la conception traditionnelle, les sciences sont rattachées aux principes comme autant d'applications particulières. Ça, ce que ça veut dire, c'est que chez les Grecs, par exemple, si vous remontez le temps, là, vous allez voir, je ne sais pas moi, Aristote. Vous lui dites, oui, la science médicale, il va partir à rire. Il va dire, ben non, la médecine, c'est un art, c'est pas une science. Ce qui est une science, c'est ce qui est le plus général possible. Donc, par exemple, ils vont dire, ben l'étude du cosmos, c'est une science. L'étude de même la science, entre guillemets, de Dieu, la théologie, la science de ce qui est le plus général, ben ça, c'est une science. Nous autres, on va dire, ben non, c'est la religion. Donc, il y a un clash là, au niveau de la conception de la science. Pour Aristote, la science, c'est la métaphysique, c'est la cosmologie, c'est la science de l'âme, ce genre de choses-là. Pour les modernes, tout ça, c'est des conneries. Puis ce qui est la science, c'est l'expérience en laboratoire. Lui, il va dire, un peu dans le sens d'Aristote, de cette conception-là, c'est pas pour rien, je vous disais qu'il était proche des milieux de saint Thomas d'Aquin. Il dit, la conception moderne rend les sciences indépendantes en niant tout ce qui les dépasse. La séparation des sciences de tout principe supérieur entraîne une dispersion dans le détail, faussement considérée comme un approfondissement. Du fait d'un rattachement à aucun principe, la science moderne manque de profondeur et de solidité. Elle ne part d'aucune certitude absolue, mais seulement d'hypothèses probables ou d'approximations. Donc même le développement de la science, que beaucoup voient comme une avancée de civilisation incroyable, lui, il voit ça comme un genre de dégénérescence. Dans le temps, les gens faisaient de la vraie science sur des principes, des idéaux. Aujourd'hui, les gens ils font des niaiseries en laboratoire. Grosso modo, c'est un peu ça qu'ils pensent. Là où justement, je dis que cette pensée-là fait énormément de ravages au niveau de la modernité, puis il y a plein de gens qui se rapportent un peu sans le savoir à ce genre d'idée-là, c'est que Guénon, ça va être un adversaire incroyable de tout ce qui est individualisme. Il dit ce que nous entendons par individualisme, c'est la négation de tout principe supérieur à l'individualité et par suite la réduction de la civilisation dans tous les domaines aux seuls éléments purement humains. Il dit seul le monde moderne a constitué une civilisation édifiée sans principe sur quelque chose de purement négatif où l'individualisme est opposé à toute spiritualité ou intellectualité vraie. Donc lui, dans sa vision du monde, l'individu n'a pas de place. Ce qui compte, c'est le collectif, c'est les idéaux supérieurs. Le collectif, pour lui, c'est peut-être pas nécessairement le gouvernement, mais ça peut être la religion ou la tradition ou la société traditionnelle. Ça va être évidemment un anti-protestant quand même assez carabiné parce que lui, justement, il va dire les protestants, là, ils ont laissé aux ignorants le soin d'interpréter la Bible. En fait, c'est vraiment une hérésie par rapport à la tradition où, normalement, c'est le prêtre, c'est la personne qui sait, qui doit vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les livres sacrés. C'est pas vous. Vous n'avez pas d'affaire à lire la Bible. Donc, quand je dis qu'il oppose monde moderne et tradition, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans la société traditionnelle, imaginez-vous, là, la Chine impériale, le monde romain. Déjà là, on est dans une version un peu, parce que comme je vous ai dit, on est déjà dans l'âge sombre pour lui depuis 6000 ans, mais imaginez-vous les sociétés traditionnelles qui ont eu lieu dans un lointain passé. Bien, dans ces traditions-là, il y a une hiérarchie naturelle. Il y a un roi, un monarque ou quelqu'un qui est en haut des autres, puis progressivement, on descend vers le bas de la société. Il dit dans le monde moderne, c'est l'inférieur qui juge le supérieur, l'ignorance qui impose des bornes à la sagesse et l'erreur qui prend le pas sur la vérité, l'humain qui se substitue au divin, la terre qui l'emporte sur le ciel. Il y a quand même des trucs qu'il faut réfléchir là-dedans. C'est vrai qu'on vit un peu dans une époque où les imbéciles pensent qu'ils savent autant que ceux qui savent. Tu sais, je vous l'ai dit au début, moi je ne suis pas un expert de la pensée de René Guénon, je prétends pas l'être. J'ai lu 3 livres de lui, quelques articles, quelques trucs. J'ai écouté un documentaire aussi sur lui. D'ailleurs, il y en a un excellent, pas un documentaire, mais une émission de débat qui s'appelle Les idées à l'endroit, René Guénon et la tradition primordiale. Faites ça sur YouTube si ça vous intéresse de pousser davantage. Mais on vit quand même dans un monde
monde où il y a des gens qui font des vidéos sur Internet pour vous expliquer qu'un vaccin, ça fait telle affaire. Ils n'ont aucune crise d'idée de ce que c'est qu'un vaccin. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il a un peu raison, mais en même temps, je pense que c'est une vision très apocalyptique de la réalité. Il va s'en prendre évidemment aussi au matérialisme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui déteste en fait la société telle qu'on est. Page 144-145 du livre, il dit « Les Orientaux ont pleinement raison lorsqu'ils reprochent à la civilisation occidentale moderne de n'être qu'une civilisation toute matérielle. » Le matérialisme, ce mot ne date que du 16e siècle. Il fut inventé par le philosophe Berkeley pour désigner toute théorie qui admet l'existence réelle de la matière. Un peu plus tard, ce mot prend un sens plus restreint, celui qu'il a gardé depuis lors. Il caractérise une conception suivant laquelle il n'existe rien d'autre que la matière et ce qui en procède. Cet état d'esprit consiste à donner plus ou moins consciemment la prépondérance des choses de l'ordre matériel aux préoccupations qui s'y rapportent, que ces préoccupations gardent encore une certaine apparence spéculative ou qu'elles soient purement pratiques. C'est un peu ça l'idée de la société traditionnelle, c'est que la société traditionnelle se rattache à un principe supérieur, ça peut être Dieu, ça peut être une idée commune quelconque, mais lui il dit la société moderne, matérielle, individualiste, c'est une société fondée sur rien, il n'y a pas de principe commun, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'idéal supérieur auquel on peut se rendre. Et là, il va dénoncer ce qu'il appelle l'envahissement occidental. C'est pour ça que je vous dis que techniquement, c'est considéré comme à chaque fois que j'entends parler de lui, c'est comme une espèce d'auteur de droite, quasiment d'extrême droite, mais en fait, il reprend des termes qu'on entend dans la bouche d'à peu près tous les gauchistes qu'on connaît. L'envahissement occidental, c'est un peu sa version à lui de ce qu'on appelle, de ce que d'autres appellent le colonialisme. Il va dire l'envahissement occidental, c'est l'envahissement du matérialisme sous toutes ses formes. Et ce ne peut être que cela. Tous les déguisements plus ou moins hypocrites, tous les prétextes moralistes, toutes les réclamations humanitaires, tous habillés d'une propagande, ne peuvent rien contre cette vérité qui ne saurait être contestée que par des naïfs ou par ceux qui ont un intérêt quelconque à cette œuvre vraiment, entre parenthèses, satanique au sens le plus rigoureux du terme. Et c'est ça que je vous disais, il y a une influence religieuse là-dedans. René Guénon, il part dans tous les sens. Ça devient quand même assez difficile à suivre. Par moment, c'est quelqu'un qui est assez radical dans sa pensée, si je peux dire. Il dit vers la fin du livre, si tous les hommes apprenaient ce qui est vraiment le monde moderne, celui-ci cesserait aussitôt d'exister. Et ce changement se produirait sans catastrophe. Ça, c'est un peu, en fait, une autre formulation de ce que les décroissants appellent la décolonisation de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'il y a ça chez Serge Latouche, mais si tout le monde comprenait ce que c'est que la société de croissance, on changerait notre paradigme puis on arrêterait de croire là-dedans. Donc, c'est un peu le même genre d'idée. C'est la même mécanique, si on peut dire. Il dit « Cette compréhension n'est pas possible pour tous, mais une élite peu nombreuse et fortement constituée suffit. » Donc, je vous disais, le côté collectiviste là-dedans, c'est un peu cette idée-là à l'avant-garde éclairée du prolétariat. Je vous le relis la phrase. « Cette compréhension n'est pas possible pour tous, mais une élite peu nombreuse et fortement constituée suffit. Si cette élite se formait, elle pourrait préparer le passage d'un monde à un autre dans des conditions plus favorables et réduire les troubles qui ne manqueraient pas de se produire. » Ça, c'est vraiment une idée dangereuse, là. C'est cette idée que l'individu n'est pas... Regardez, la mécanique est presque toujours la même dans tout ce qui est un peu autoritaire et dictatorial. L'individu n'est pas important. La critique de la société matérialiste et finalement cette idée que le peuple un peu imbécile ne devrait pas par lui-même décider pour lui-même. C'est mieux que ce soit une genre d'élite bien intentionnée qui, par ses actions, va nous amener au bien commun et vers les lendemains qui chantent. C'est un peu ça l'idée, malgré que c'est un anti-progressiste, donc on ne peut pas le mettre avec les gens de gauche à proprement parler, mais on reconnaît la même mécanique dans tout ça. Donc, il dit, contrairement à l'Orient, l'élite n'existe plus en Occident. Si elle ne se reconstitue pas, la civilisation périra. Par conséquent, une élite occidentale ne devrait être constituée que par une initiative occidentale comme un réveil à sa propre tradition. C'est peu probable, car il n'existe plus en Occident de point de conservation de l'esprit traditionnel. Ce travail de restauration peut plutôt se faire à l'aide d'une connaissance des doctrines orientales. Comme support de cette restauration, il suffirait de restituer à la doctrine catholique son sens profond. L'Église catholique semble la seule organisation existante à caractère traditionnel. Donc, c'est
En fait, c'est un appel au retour du religieux qui fait, c'est pas surprenant quand on lit sa biographie, le gars était dans tout ce qu'il y a d'occultisme, il a fini par être musulman, avant ça, il a été proche des milieux de thomistes, il a aussi été proche de Joseph de Metz, qui est un royaliste français, puis même, je pense aussi que c'est un fervent catholique. Donc, c'est quand même assez particulier comme pensée. Je voulais vous le présenter pour que vous sachiez que ça existe, pour vous donner une idée un peu de ce type, de quoi peut ressembler ce type d'auteur-là. C'est pas pour tout le monde, mais je pense que c'est important de comprendre que ce genre de texte-là, je vous le dis, dans les années 30, là, cette espèce d'idée-là que l'Occident s'en va dans le mur, puis que notre société est rendue détraquée, puis qu'il faut revenir à une société traditionnelle. Tout ça. Non seulement c'est encore populaire aujourd'hui, mais ça a été vraiment, vraiment important dans les années 30, même chez Freud, chez plusieurs autres. C'est toute l'histoire de la pensée de Nietzsche aussi, qui voyait un peu de même. Nietzsche, lui, voyait même dans la naissance de la philosophie, ça c'est dans son livre Par-delà le bien et le mal qui explique ça. T'sais, en fait, lui, il voit l'arrivée de Socrate comme la fin de la philosophie. T'sais, c'est une vision qui est complètement inverse. C'est des penseurs qui arrivent comme ça et ils nous disent « Et si le progrès que vous pensiez être un progrès, en fait, ce serait pas plutôt une béquille ou même une prothèse? Et en fait, vous êtes dans une longue dégénérescence. Il y a une longue crise qui va finalement aboutir à la fin de la société. »